Il ne peut pas y avoir de souveraineté si on n'est plus indépendant dans ces matières-là, parce que ça envahit la vie des citoyens, la vie politique, les institutions. Aujourd'hui, tout fonctionne avec Internet. Et cette incapacité de fait à pouvoir se protéger, donc protéger notamment son industrie, et puis tous les problèmes qui en découlent avec la surveillance, la corruption, et puis beaucoup d'autres choses, fait que on est vulnérable à des forces qui sont extérieures, et à tout point de vue, parce que tout le fonctionnement de l'État aujourd'hui en dépend. Et quand on voit qu'un président comme Donald Trump, qui est totalement imprévisible, pourrait provoquer une crise financière ou une crise économique par ses décisions, en étant aussi vulnérable au pouvoir américain, c'est un immense danger pour la France. Quel enchantement et quel bonheur de vous retrouver sur Nexus. Effectivement, aujourd'hui, j'ai le bonheur d'inviter une personne ô combien brillante, dont j'ai eu la chance, et c'était une première pour moi, via le magazine Nexus, de faire un entretien avec elle. Aujourd'hui, nous avons Héloïse Benhamou. Héloïse Benhamou, bonjour. Bonjour Morad, merci pour cette invitation. Écoute, inviter l'intelligence ne me cause pas de problème. Merci à toi. Pourquoi j'insiste et pourquoi c'est tout nouveau, puisque dans cet entretien, dans le dernier numéro de Nexus, qui s'intitule Swift, l'enjeu des données bancaires, alors ça va vous passionner. Ça va, vous savez, on va vraiment énormément s'éloigner du rapport méthodologiquement, intellectuellement arbitraire de Retailleau sur les frères musulmans. On n'est pas du tout là-dedans, hein, je vous dis tout de suite. Là, on est... on ne le sait pas, peut-être à la veille d'une troisième guerre mondiale pour des raisons complètement inédites, car en interviewant Héloïse Benhamou, à la suite, alors là, celui qui ne l'a pas, c'est même pas la peine qu'on se contacte, hein, l'affaire Swift, aux éditions de la Dame Blanche, qu'on retrouve sur ton site internet. Oui, tout à fait. Et en lisant cet ouvrage, qui nous rend forcément intelligents, c'est quand même assez bénéfique, hein, pour ceux qui sont régulièrement invités dans les dîners en ville ou le week-end chez les beaux-parents. Croyez-moi, ça va marcher du tonnerre. Alors, je lis l'introduction de notre échange. Sommes-nous à la veille d'une troisième guerre mondiale? Pour l'essayiste Héloïse Benhamou, vous avez la chance de l'avoir en présentiel, dont le dernier ouvrage récemment paru est intitulé L'affaire Swift. Les ambitions hégémoniques américaines s'entrechoquent avec les intérêts économiques et politiques des autres nations. Les États-Unis dominent désormais largement les centres infrastructurels du pouvoir mondial. Et on en entend beaucoup parler en ce moment, via les droits de douane et autres. Dans ce contexte, certains pays non alignés, je pense que vous pensez aux BRICS, souhaiteraient rebattre les cartes du pouvoir, mais la partie semble loin d'être gagnée. D'où ma première question, chère Héloïse, le sujet de la souveraineté numérique, qui se pose en ce moment, occupe un enjeu de premier plan, à part les bêtises de nos politiques qui voudraient fracturer les Français. Mais sur le fond, on sait que le sujet de la souveraineté numérique, c'est un enjeu de premier plan. Alors, comment s'est construite, et c'est ma première question, la dépendance aux technologies américaines? Alors, ça s'est construit sur un temps assez long en réalité, parce qu'il fut une époque encore au début des années 70 où la France était même pionnière dans ce domaine. C'est assez intéressant de reprendre un peu le cours de l'histoire pour comprendre que si aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette situation avec des enjeux, c'est vrai, comme tu l'as dit, totalement inédits, notamment dans les rapports de force entre l'utilisation des données, de l'accès à Internet dans beaucoup de domaines. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'insécurité autour de ces questions concernant le stockage des données, leur utilisation par les pouvoirs politiques, mais il y a aussi beaucoup d'attaques, des centres critiques qui sont pris pour cible, etc. C'est parce que de toute façon, les réseaux de télécommunications jouent un rôle très important en réalité dans le domaine de la souveraineté. Ce qui avait été compris par le général de Gaulle qui avait mis en place à la fin des années 60 le plan calcul. Et à ce moment-là, les équipes françaises avaient réussi à atteindre le premier rang mondial grâce à Louis Pouzin et à ses équipes qui avaient développé le réseau Cyclade.
Malheureusement, le projet a été abandonné au profit du Minitel à l'époque. Et à ce moment-là, les États-Unis ont mis un peu de temps pour comprendre les travaux qui avaient été réalisés en France, mais ils ont quand même lancé Internet en négligeant l'aspect de la sécurité. Ce qui est très important à comprendre dans ce qui se passe aussi aujourd'hui. Et donc, ça leur a permis d'avoir un ascendant critique en réalité et avoir un rôle systémique sur la manière dont les informations circulent au sein du système. Et on a vu que les États-Unis, plusieurs fois, il y a des scandales qui ont éclaté. Donc le scandale de l'affaire Échelon, les écoutes de personnalités politiques ou d'entreprises pour pouvoir capter des marchés ou exercer de la corruption, etc. On a vu les affaires Snowden, beaucoup d'affaires qui ont comme ça été des signaux, des faisceaux d'alerte. Mais on voit que là, l'enjeu est même, moi je dirais, civilisationnel, parce que si on n'arrive pas à résoudre ce problème de domination, de colonisation technologique, les États-Unis vont représenter une réelle menace en fait pour à la fois le développement économique des autres nations et aussi pour la paix dans le monde. Écoutez, c'est vrai qu'il y a de nombreux exemples qui ont révélé que les États-Unis n'hésitaient pas à utiliser leur avantage technologique. D'où la seconde question. Pour vous, quels sont les principaux risques liés à ces dépendances ? Les risques sont multiples parce que il y a beaucoup d'entreprises qui sont prises pour cible, des États aussi, alors que ce soit via des hackers ou alors des États eux-mêmes qui jouent le rôle pour perturber des ennemis. On l'a vu avec la Corée du Nord. Les États-Unis accusent régulièrement la Corée du Nord, par exemple, de mener des attaques contre des institutions américaines. Sous-entendu que ce serait la Chine qui serait en train de piloter les hackers nord-coréens pour déstabiliser le pouvoir américain. Ou des hackers russes, donc ça, contre des infrastructures ukrainiennes par exemple, ou françaises, ou pour manipuler des élections de premier plan, des élections présidentielles ou autres. Donc on voit que l'information aujourd'hui revêt un rôle vraiment crucial. Et pour moi, le principal enjeu, c'est la surveillance des données bancaires. Parce que la surveillance des données bancaires, si elle reste hors de contrôle comme ça, parce que ça a complètement échappé aux États-nations maintenant, ce contrôle de l'information bancaire, et la manière dont c'est utilisé pour exercer un pouvoir coercitif. Donc on voit qu'il y a des personnes, si elles sont des opposants politiques ou s'ils représentent une menace pour les États-Unis, qui vont être pris pour cible. Eh bien, dans ce contexte, la donnée bancaire représente un enjeu de premier plan, et c'est pour ça, comme on le disait en introduction, que les pays non alignés, alors c'est vrai qu'avant on parlait beaucoup des BRICS comme étant les pays non alignés, mais je pense que depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, revenu au pouvoir en tout cas pour son deuxième mandat, les pays non alignés, c'est aujourd'hui tous les États du monde sauf les États-Unis, parce qu'il a réussi à se mettre à peu près tout le monde à dos. Donc, pour l'intérêt des États-Unis. Pour l'intérêt des États-Unis, sûrement. Mais ce qui est fascinant dans ce que tu exposes, ce qui est quand même, d'abord, il y a deux choses qui sont troublantes. La première, c'est que ce débat n'a quasiment pas lieu en France. Et je te remercie d'avoir répondu présente pour une deuxième fois. Avec plaisir. Vraiment, et ça nous touche énormément. J'aimerais tant que, et c'est l'objet aussi de cette émission, que tous tes travaux, la pertinence de tes réponses deviennent des sujets d'actualité en France, et on va voir, dans le cadre de cet entretien, les incidences lourdes que ça a pour le quotidien des Français, aussi bien sur le plan économique que sur le plan sociétal. Mais justement, pour rebondir à ce que tu viens de dire, c'est que l'enjeu des données bancaires, donc effectivement, ça on l'a compris, c'est le moteur de la dynamique du changement. Oui. Et là, il n'y a aucun parti politique en France qui manifestement prend ce sujet à bras-le-corps. Les BRICS semblaient, on a créé des alliances sur cette question. Je me suis moi-même rendu en Russie. J'ai été invité dans ce cadre-là, donc je peux pas tout dire, mais je pourrais en parler à la marge. Et sur la scène internationale, et c'est là ma question, pour toi, comment s'organisent les rapports de force pour échapper justement à cette hégémonie des États-Unis ? Alors il y a
plusieurs positionnements. Donc, par exemple, dans le cas de l'Union européenne, on voit qu'il y a une réelle vassalisation, que globalement, l'Europe est totalement soumise aux États-Unis à beaucoup de points de vue, notamment dans l'utilisation des softwares, de tout ce qui est logiciel, de tout ce qui... Enfin, il n'y a pas de volonté de rupture, en tout cas, du point de vue de l'Union européenne avec ce qui se passe aux États-Unis. On est dans des choses assez accessoires, comme le fait de vouloir stocker les données de manière, comme dit, souveraine. Mais en réalité, ça se joue vraiment à d'autres niveaux. On voit que la Chine essaye de mettre en place aussi son propre réseau. La Russie, c'est certainement l'enjeu, pour l'instant, qui doit être relevé, et on parle d'une fragmentation en fait d'Internet avec une balkanisation, ce qui fait qu'il y aura plusieurs zones géographiques qui vont essayer de devenir indépendantes. En réalité, on va avoir une sorte de démondialisation dans ce domaine qui va entraîner aussi une démondialisation sur le plan économique, bancaire et financier. Si des États y parviennent, mais c'est évident que pour l'instant les États-Unis vont tout faire pour tenter de l'empêcher en émettant notamment des sanctions économiques contre des secteurs stratégiques, les secteurs qui concernent les réseaux de télécommunications, les entreprises qui vont être amenées à travailler sur ces sujets-là, pour empêcher que l'hégémonie américaine justement soit remise en cause. En France, ça va pas être trop dur, on leur a tout vendu. On leur a tout vendu, et puis même encore, on a vu des cas assez cocasses. On voyait Polytechnique qui utilisait les technologies de Microsoft. Même les services secrets français. Je veux dire, les services secrets français ont acheté des... Non mais c'est... Enfin, faut dire qu'en ce moment, ils sont... je sais pas, au regard de l'actualité, de ce qu'on sait, c'est des champions, entre guillemets. Mais alors, là, pour le coup, le futur... bunker dans lequel va être centralisé le secret défense français, ce sont des ordinateurs américains. Et j'ai même découvert que au niveau des câblages, il y aurait pas mal de câblages d'origine chinoise. Donc effectivement, c'est quand même assez incroyable et cocasse de découvrir qu'au plus haut sommet de l'État, on ne se dise pas qu'il faut peut-être faire français dans le sens... Je dis pas ça de manière... il n'y a pas de mauvaise pensée de ma part, mais je pense qu'à un moment, si on veut se penser français, on a des ingénieurs de très haut niveau et on ne leur permet pas d'avoir les moyens de créer les brevets, les éléments et les matières pour pouvoir nous protéger. Et d'ailleurs, quand ça réussit, les Américains nous les achètent avec l'accord de Bercy et de l'Élysée. Alors, quand je t'écoute par rapport à tout ça, je me dis que quelque part, la souveraineté numérique, enfin c'est la question que je te pose, est-ce que la souveraineté numérique, elle est encore envisageable ? C'est ce vers quoi on devrait tendre actuellement, parce que c'est un enjeu extrêmement important, et en fait, la souveraineté numérique est liée à l'enjeu de la souveraineté tout court. Il ne peut pas y avoir de souveraineté si on n'est plus indépendant dans ces matières-là, parce que ça envahit la vie des citoyens, la vie politique, les institutions. Aujourd'hui, tout fonctionne avec Internet. Et cette incapacité de fait à pouvoir se protéger, donc protéger notamment son industrie, et puis tous les problèmes qui en découlent avec la surveillance, la corruption, et puis beaucoup d'autres choses, fait que on est vulnérable à des forces qui sont extérieures. Et à tout point de vue, parce que tout le fonctionnement de l'État aujourd'hui en dépend. Et quand on voit qu'un président comme Donald Trump, qui est totalement imprévisible, pourrait provoquer une crise financière ou une crise économique par ses décisions, en étant aussi vulnérable au pouvoir américain, c'est un immense danger pour la France. Imprévisible entre guillemets, puisque il a une logique très commerciale. Il place la barre à 100 et après il négocie. On l'a vu avec la Chine concernant les droits de douane. Les Chinois ont quand même accepté 30%. Et en l'occurrence américain que 10%. Donc on voit que par exemple dans cette bagarre qui a eu lieu là récemment, les Américains ont pris le dessus et les Chinois ont accepté. Oui, mais on voit justement que c'est en fonction d'intérêts très aléatoires. C'est pas en fonction d'une diplomatie comme on avait l'occasion de le voir auparavant. On l'a vu aussi avec la Russie et l'Ukraine, en fonction des intérêts qu'il peut trouver. L'un sera son ami ou son ennemi. Ah, mais il a dit American First. Hein. Voilà, donc ça pourrait être le cas demain pour les Européens. Mais ça va l'être.
Ça le sera de toute façon. C'est-à-dire qu'actuellement, beaucoup de marchés sont captés par les Américains, mais comme ça ne se fait pas de manière... Il n'y a pas d'opposition en réalité. On l'a vu avec des cas très emblématiques comme l'affaire Alstom. Il y a beaucoup d'entreprises européennes qui ont été concernées par la politique de prédation économique américaine. Les Européens ne sont pas en mesure de s'y opposer de toute façon. Donc c'est pour ça que pour l'instant, les tensions ne se sont pas révélées comme ça peut être le cas avec d'autres États. Mais il y a mieux que ça. On voit de plus en plus d'entreprises européennes qui, en raison des lois qu'a voté Donald Trump, dans un premier temps par Biden, mais c'était plus dans un cadre écologique, entre guillemets, là, elles vont se rendre aux États-Unis parce qu'elles ne paieront pas de taxes douanières, justement, en s'installant directement aux États-Unis. Donc, l'État fait, mais en même temps, on voit que certains grands patrons ne font pas preuve d'un patriotisme. On est d'accord. Parce qu'ils n'y sont pas obligés, ils sont dans une logique purement économique. Oui, mais par exemple, je donne un exemple concret. Il y a des grandes sociétés françaises, pas besoin de les nommer, mais elles sont à la tête du CAC 40, qui ont déjà délocalisé leur comptabilité aux Pays-Bas et en Angleterre. Donc déjà, pour des raisons purement fiscales. Enfin, là, ça va encore plus loin. Je veux dire, ils vont quand même quitter le territoire national, laisser une entreprise ou un dépôt, j'en sais rien, au fin fond d'une région française pour dire, vous voyez, mais qui vont toutes s'installer aux États-Unis. Parce que là, actuellement, c'est déjà en cours. Oui. On est d'accord. C'est ce qu'elle est en train de faire, oui. Donc, de fait, c'est déjà la mort de l'industrie, du tissu, de la recherche, du développement dans le cadre de l'Europe. C'est lié au fait, comme je le disais, que je vais parler de la France parce que c'est ce qui nous occupe davantage. Oui. Donc, c'est aussi le fait que la France n'a pas su se réformer pour rester compétitive dans un environnement qui a énormément évolué en raison de la mondialisation. Et en France, on est victime énormément, pour les gens qui nous regardent, ce ne sera pas une découverte, des prélèvements obligatoires extrêmement élevés. Et en même temps, de capacités à innover, à entreprendre, qui sont très limitées. Je sais pas, même dans les domaines technologiques, on voit que le soutien de l'État pour des technologies vraiment de rupture, les moyens et les soutiens n'y sont pas du tout. Il y a beaucoup d'entreprises technologiques qui sont des pépites françaises, dont le savoir est capté par les États-Unis, et la France n'est pas en mesure de les défendre. On l'a vu avec aussi Mistral. Donc, c'est des cas assez emblématiques, mais c'est très révélateur de ce qui est en train de se passer actuellement en France. Et c'est lié à ces enjeux de système, ces enjeux de réseau, de traitement des données, de leur exploitation pour mener une conquête, une guerre de conquête au profit des États-Unis. Oui. Alors, ce qui est très intéressant, et pour les auditeurs qui nous écoutent, vous voyez, ce ne sont pas forcément, contrairement à ce que dit Monsieur Bardella, un problème lié à l'immigration. Non, mais parce que oui, à un moment, il faut parler des vrais sujets, quand bien même, et puis ça serait intéressant de savoir qui pilote cette même immigration. J'ai envie de dire, c'est un peu même ces mêmes personnes qui sont en train de trahir la France au plus haut niveau. Quelque chose qui est quand même très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que là, je vois déjà un mouvement se faire des produits chinois vers l'Europe. Quelque part, on va être inondé dans un temps très très proche par les produits de Chine, parce que la Chine, quelque part, a intérêt à aujourd'hui à investir l'Europe en raison des droits de douane qui va commencer à peser sur elle via le marché américain. Oui. La Chine essaie énormément de profiter des opportunités qui s'offrent à elle en raison justement des sanctions américaines qui peuvent être émises. La Chine est très présente à créer des partenariats très forts avec les pays qui ont été sous embargo américain, notamment je pense à l'Iran par exemple, où des entreprises européennes ont été obligées de se retirer de contrats très importants de millions qui se chiffrent en millions milliards. Pour Peugeot, c'était en milliards. Oui, Total aussi a dû renoncer à des contrats qui se chiffraient en milliards parce qu'il y avait il y avait les sanctions contre l'Iran. Et que les entreprises européennes avaient peur d'être sanctionnées et elles savent très bien que l'Union européenne ne sera pas en mesure de les défendre. Donc, ça laisse un vide que, évidemment, la Chine cherche à combler. La Chine travaille beaucoup avec l'Iran, avec la Russie, avec des pays qu'on considère non alignés ou en tout cas qui sont victimes des sanctions américaines.
Et ça lui donne un rôle majeur de ce point de vue-là. Les limites de la Chine sont actuellement qu'elle ne parvient pas à mettre en place un système au niveau international ou régional qui soit assez stabilisé, on va dire pérenne, pour que ça se fasse d'une manière, je dirais que pour contourner les embargos, par exemple, ça se passe beaucoup en termes de blanchiment d'embargo en réalité, ou de transactions qui vont se faire avec de l'or de contrebande. Donc on n'est pas vraiment dans un système vraiment institutionnalisé comme on peut réussir à le faire les États-Unis. En tout cas, d'après les sources que j'ai, il y a beaucoup d'or qui est transformé en lingots via 3 entreprises suisses. Et cet or vient majoritairement de Chine, de Russie et d'Inde. Voilà. Non, c'est un sujet très, très important parce que il y a les États-Unis qui tentent de vouloir maintenir leur hégémonie, même de la consolider au sein des infrastructures, des systèmes bancaires, et puis avec cet effet de sanctions économiques. Mais en face, ça provoque des forces qui sont elles aussi qui souhaitent devenir elles aussi des acteurs de premier plan dans ce domaine et qui ont bien compris que pour survivre, il allait falloir créer une rupture en fait avec l'ordre précédent. La Chine est leader évidemment dans ce monde-là. La Russie, ça se passe en temps réel parce que c'est depuis la guerre avec l'Ukraine que ça a commencé à mobiliser l'énergie russe vers ces technologies de rupture. Ça avait commencé un peu avant, mais par exemple, la Russie a mis en place son système SPFS, la messagerie, les transactions bancaires, pour concurrencer justement SWIFT et pour pouvoir continuer à faire des échanges dans le cadre du commerce international. Ça coûte cher à la Russie, puisqu'aujourd'hui, on le sait, c'est complètement hallucinant. Aujourd'hui, dans le monde, le pays qui a le plus grand nombre d'embargos contre lui, c'est la Russie. C'est la Russie. En raison, justement, et les gens l'oublient, de la création de ce système qu'ils ont mis en place afin d'avoir des échanges protégés, entre guillemets, entre eux et des marchés. Mais il y a quand même il y a deux, trois choses que je voulais dire là, sur lesquelles je voulais t'interpeller. C'est que ce qu'on voit quand même, c'est au niveau des échanges technologiques, on voit que la Chine est passée quand même au-dessus. Parce qu'on a vu récemment l'épisode très court, et tant mieux, entre 2 pays que j'aime beaucoup, qui sont le Pakistan et l'Inde. Mm-hmm. On a vu que là, pour le coup, un des 2 protagonistes s'est servi d'armements spécifiques liés à la Chine, et on a vu un bond en avant de la Chine. On a vu un bond en avant de la Chine où, lorsque Donald Trump signe pour 250 milliards cette fameuse volonté de prospective technologique avec Saltman, qui est l'ennemi juré de Musk d'ailleurs, et le lendemain, la Chine met sur le marché quelque chose d'équivalent qui leur a coûté quelques centaines de millions. Et on a vu d'ailleurs les cours des bourses s'effondrer à ce moment-là. Il y a aussi le fait que j'ai eu à connaître un ambassadeur iranien de très haute tenue intellectuelle, ancien économiste et professeur d'économie, qui m'avait révélé dans son bureau que les Américains et même les Israéliens, sous des associations, des sociétés prête-noms, faisaient des marchés en Iran, et il y avait même 40% de croissance sur les entreprises américaines qui étaient inscrites en Iran, et dans le même temps on nous demandait à nous Français de nous retirer l'exemple. Mais ça c'est des techniques de blanchiment, d'embargo. C'est pour ça que faut bien préciser, parce qu'on entend beaucoup de choses, que oui, mais la Russie, la Chine sont devenus indépendants. Oui, mais BNP Paribas, en raison de l'extraterritorialité du droit américain, a eu une amende de 9 milliards de dollars parce qu'ils ont commercé, ils ont permis à ce que de l'argent passe via leur banque dans le cadre de contrats avec l'Iran. Oui, tout à fait. Donc ça leur a coûté 9 milliards parce que le département du Trésor américain tient à jour des listes avec des noms d'entreprises, de personnes, d'États qui sont à blacklister du système bancaire international, avec lesquels il est interdit de faire des transactions. Et si une transaction passe, eh bien, les entreprises vont être sanctionnées.
Donc ça a été le cas de BNP Paribas avec une amende record dans l'idée de dire bon bah voilà, si la première banque européenne est sanctionnée de cette manière-là, ça. C'est sûr que 9 milliards, ça refroidit. Hein. On se dit bon, réfléchis. Mais réfléchis à deux fois. Ils ont oublié de le rappeler quand même parce que la BNP a quand même des clients, et des actionnaires. Je pense que ça serait bien qu'ils disent à leurs clients à quoi a servi leur argent. Ce qu'on oublie un peu trop souvent. Mais juste parce que ça c'est très important de comprendre ça et pourquoi la donnée bancaire parmi toutes les données joue un rôle vraiment de premier plan dans tout ce système. C'est qu'une fois que donc les États-Unis ciblent les personnes ça peut être soit qui menacent leurs intérêts ou qui veulent empêcher de se développer sur tel marché ou voilà, parce que ça leur plaît pas. On a vu que même le Vatican avait été mis sur la liste noire des États-Unis. Tu le rappelles très bien dans ton livre d'ailleurs. Oui. Et ça a provoqué la démission de Benoît XVI à l'époque. Et puis c'est avec l'arrivée du nouveau pape qu'ils ont pu réintégrer le système bancaire international. Tu sais, excepté ton livre, je l'ai trouvé nulle part. La réalité du motif de la démission de Benoît XVI. C'est quand même assez surprenant. C'est pour ça que je vous invite vraiment à le lire. Merci à toi, parce que là, pour le coup, un petit État comme le Vatican qui a fait trembler les États-Unis, c'est assez incroyable. Mais enfin, ils ont même une liste noire, tu le rappelles, de personnes particulières. Oui, ça peut être des agents de gouvernement, de services secrets, d'entreprises. Donc, comment ça se passe ensuite et donc le rapport avec la donnée bancaire, c'est que grâce aux informations bancaires et à la standardisation des échanges, on rappelle pour les personnes qui nous écoutent que SWIFT est également l'organisme de standardisation, donc les codes BIC, les codes SWIFT qu'il y a sur les relevés d'identité bancaire permettent d'identifier justement la provenance des fonds au sein du système mondial. Et en raison de ça, il y a tout des process en fait de screening des transactions. Donc les transactions sont en permanence analysées pour voir en fonction de là où elles viennent si elles sont autorisées ou pas. Ce qui fait que même une entreprise française qui avait par exemple l'habitude de commercer avec un fournisseur en Russie, eh bien elle va perdre des commandes si jamais il y a un embargo contre la Russie sur ces secteurs ou si la banque décide de refuser de le faire passer parce qu'elle va courir un risque, notamment celui d'être sanctionnée un peu à la hauteur de BNP Paribas. Voilà. Donc tout le système se tient de cette manière-là, avec une coopération forcée entre l'administration américaine et le secteur bancaire privé. En tout cas, de tout ça, il y a aussi une très belle hypocrisie, parce que les Russes, officiellement, il n'y a pas de pétrole russe en Europe, sauf qu'ils vendaient le baril à $60 aux Indiens, qui faisaient raffiner, en l'occurrence, à Singapour, et qui revendaient et que les Indiens revendaient à $120 aux Européens. Enfin, bon, bref, on va pas revenir là-dessus, mais et les Américains le savaient, et les Américains... Ça fait partie de la dynamique de vouloir asphyxier économiquement. L'Europe est particulièrement prise pour cible. Ça a été révélé avec le gaz russe, puisque finalement, lorsque Nord Stream avait d'abord été coulé économiquement avant qu'il explose, mais ça a forcé finalement à ce que l'Union européenne se rapproche des États-Unis pour la fourniture de gaz. Ça a coûté très cher aux entreprises françaises. Toutes les entreprises françaises ont vu leur... Et davantage les entreprises allemandes. Mais les entreprises françaises ont aussi été très touchées. Parfois, l'État a même dû intervenir, donner des subventions pour que certaines entreprises ne soient pas en faillite. D'ailleurs, c'était assez drôle quand j'ai découvert que les Français réfléchissaient à créer, alors je préviens tous les racistes, c'est pas une question d'invasion, mais une plateforme aux abords en face du Havre. Oui, pour les méthaniers. Pour les méthaniers, pour permettre à ce que du gaz liquide des Émirats et du Qatar puisse être fourni à cet endroit-là afin que ça serve l'économie française. Ça en dit long. D'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai relu les échanges dans le cadre des rapports commerciaux entre les États-Unis et l'Europe. On voit que nous, on leur vend principalement des médicaments, du matériel médical, et puis bon, ce qui est du domaine du luxe, parfum, alcool, vin, même s'ils sont pas mal en chute libre concernant les vins. Enfin, le rouge à Bordeaux a perdu 13%, en l'occurrence, c'est un détail. Mais
Et les Américains, en échange, eux, nous vendent principalement du pétrole et du gaz. Donc tout se tient à peu près de l'ordre de 350 milliards. Et je me suis dit, mais c'est quand même assez incroyable, parce que quand je vois ce qui est visé aujourd'hui par les États-Unis via l'Europe, ils sont en train de détruire ce secteur d'exportation de produits. Quoi. Mais la question qui se pose, c'est, mais à un moment, je veux dire, je pense qu'Emmanuel Macron, enfin, le ministre des Finances, enfin, je veux dire, il y a quand même des comités stratégiques, d'économie stratégique. Moi, j'ai connu ça il y a 20 ans, à l'époque de Jacques Chirac, et on travaillait, on faisait des fiches. Moi, j'ai été amené à faire des fiches au ministère des Affaires étrangères, au ministère des Affaires intérieures, à la présidence de la République, dans le cadre de la prospective, dans le cadre de ce qui était bon pour nos intérêts. Et c'est vrai que beaucoup de gens que j'avais côtoyés à l'époque, qui étaient dans des places stratégiques, ont été virés par les pouvoirs successifs, et on a mis des copains, des copines à la place, littéralement incompétents, qu'on a aujourd'hui au pouvoir. Mais quand on sait tout ça, et quand on appréhende les choses telles que tu les décris, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Parce que là, je fais référence à une déclaration publique, mais je vais aller beaucoup plus loin que ce qu'a dit Darmanin le Blédard lorsqu'il a dit qu'il fallait, dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, refuser l'argent liquide. C'est la deuxième partie de notre échange. J'aurais voulu savoir s'il faut s'inquiéter de cette situation alors que la France affirme que l'argent liquide va disparaître. Quel est ton point de vue là-dessus ? Alors, ça s'inscrit dans tout ce qu'on a décrit auparavant, c'est-à-dire cette montée en puissance de l'information bancaire et de son usage. Alors, c'est géostratégique, mais ça concerne aussi, par exemple, un État comme la France qui se retrouve extrêmement endetté, extrêmement dépendant des marchés financiers, notamment américains, parce qu'une grande partie de la dette est libellée en dollars. Eh bien, effectivement, on sent qu'en France, il n'y a pas de volonté de réformer, malgré le fait qu'on a tous bien conscience que là, on va complètement dans le mur, mais qu'il n'y a pas de... Si, il y a une réforme qui veut être adoptée contre les Français. Je veux dire, d'ailleurs, c'est hallucinant. C'est là ça sera pour rester dans le même mécanisme de fonctionnement. Ce qui va changer, c'est que ça va devenir de plus en plus difficile, compte tenu de la situation économique, d'augmenter les impôts, les prélèvements obligatoires de manière générale. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va de plus en plus tracer l'argent. Et puis, évidemment, ce qui permettait aux gens d'avoir une petite bouée de sauvetage, c'était l'argent liquide. Mais moi, j'étais à Bruxelles l'année dernière. Déjà, il y avait plus de distributeurs dans la ville pour retirer de l'argent. Les banques ont mutualisé et en fait, tous les paiements se font désormais par carte bancaire. Alors, je vais revenir là-dessus. Après, sur l'exemple suédois, parce que c'est un exemple que j'ai été il n'y a pas très très longtemps, donc je connais un peu ce qu'il en est de la Suède. Mais pour revenir sur ce que tu viens de dire, il y a quand même quelque chose de très important et qui est insupportable. Pour les gens qui connaissent réellement l'économie, les finances, la France est un État riche. Et c'est insupportable de voir que dans un État riche, il y a autant de pauvres. Donc ça veut dire, pour moi, et comme pour beaucoup de gens qui analysent la situation, cette pauvreté, elle est créée artificiellement. On a quand même un pays où il y a 9 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire directe. Il n'y a jamais eu autant d'argent injecté dans le domaine du social, en l'occurrence, et 12 millions de Français qui dépendent de l'aide alimentaire. Donc on a 9 millions de manière directe et 3 millions en plus qui ont besoin, je pense aux femmes seules avec enfants, aux petits retraités, aux étudiants, aux personnes avec un handicap et qui dépendent d'une famélique et maigre pension liée à leur handicap, qui ont besoin pour finir leur fin de mois. Bon ben voilà, on sait comment tout ça fonctionne, via diverses structures associatives largement subventionnées. Et tout ça, vraiment, il faudrait faire une refonte, mais bon, à la rigueur, on n'est pas là pour ça. Mais quand
quand tu exposes justement le fait que il va falloir augmenter, mais jusqu'à quand ils vont dénuder les Français, ils ont déjà pratiquement plus rien. C'est la logique de la dette, qui s'accumule. Oui, mais on sait qu'à terme, ils visent aussi l'épargne des Français, qui est un trésor de guerre, entre guillemets, et on entend de plus en plus, et on a eu un échange récent où tu m'as alerté sur les dernières déclarations de Thierry Breton, en l'occurrence. Oui. Sur le fait qu'Emmanuel Macron, en tant que petit élève, a repris il n'y a pas longtemps, sur le fait que on ne pourrait pas y échapper, on allait viser l'épargne des Français. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de commentaires dans la presse, et pas beaucoup de débats au niveau national. Ce qui est scandaleux, parce que ça veut dire qu'entre privilégier les créanciers ou les épargnants, on va dire les Français, eh bien, c'est les Français qui vont encore être sacrifiés, quoi. Dit comme ça, je n'ai pas envie de commenter. Bon, alors je vais passer à la question suivante. Je pense que là, les gens ont compris. C'était, tu vois, t'as jeté un froid là. Non, mais on voit bien qu'il y a deux mondes en fait qui sont en train de s'affronter. Enfin, s'affronter, il y en a, ils subissent plus qu'ils s'affrontent, ils sont au boulot là, ils sont tous au boulot, ils subissent. C'est justement pour ça qu'il faut expliquer ces problématiques-là, parce qu'on nous dit que l'État ne peut pas savoir à qui il doit de l'argent, on emprunte, mais les marchés financiers, ce serait compliqué, alors on va pas aller chercher à avoir l'information. Et puis finalement, quand il s'agit de tracer les Français, là, l'information, elle est facilement accessible, on sait qui a quoi, et puis on va pouvoir même geler des actifs. Mais c'est ça que je trouve quand même assez incroyable, parce que dans une précédente émission, tu avais rappelé la déclaration de la procureure de Paris, Laure Becquéo, qui d'ailleurs, c'était assez hallucinant, puisque un soir, comme ça, je zappe, mais je regarde... Voilà, c'était vraiment par accident, on va dire. Il y avait une émission sur France 5 où elle était invitée, où elle a fait état, justement, qu'ils avaient gelé pratiquement 3 milliards d'euros de l'argent de la drogue, manifestement, et que personne ne l'avait réclamé. Et j'ai pensé à toi, parce que personne n'a dit de ce qu'elle a fait de cet argent. Oui, ça veut dire que les gens vont avoir peur, et puis je pense que c'est effectivement, il faut mener une guerre contre les trafics, parce que ça fait partie aussi d'une stratégie globale, mais les gens, moi je l'ai vu avec des personnes qui ont eu de l'argent gelé pour des raisons, notamment parce qu'ils avaient telle origine. On parlait de l'Iran tout à l'heure. Les gens ne vont pas, en fait, parce qu'ils ne vont pas faire de procédure pour récupérer leur argent souvent, parce qu'ils ont peur. Alors, donc on en revient à la déclaration de Moussa Darmanin, lorsqu'il dit que, en fin de compte, on va empêcher le cash parce que ça bénéficie aux narcotrafiquants. Il ment. Il ment totalement. C'est quand même assez incroyable chez ce garçon. Moi, je vais pas faire une critique ad nominem, mais c'est un menteur pathologique. Je veux dire, il y a différents exemples qui démontrent qu'il ne passe son temps qu'à mentir, mais là, publiquement, et en plus, je salue par avance un confrère guyanais qui a été traité d'idiot récemment par Monsieur Darmanin. Je trouve que il n'a pas vraiment honoré sa fonction, mais ça, depuis le départ, il n'honore aucune de ses fonctions, j'ai envie de dire. Mais ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'il dit mais attendez, on peut pas tracer les gens, on peut pas découvrir qui était. Mais en fin de compte, quand je lis ton livre, d'accord, je pense qu'on va être de plus en plus nombreux à le lire. Suite à notre entretien, là, dans l'échange qu'on a, on voit très bien que c'est pas difficile d'avoir accès aux informations détenues par les établissements bancaires. Apparemment non, parce que les États-Unis arrivent très bien à le faire. Donc non, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'informatisation... Donc pour surveiller l'argent des Français, c'est pas compliqué. Pour redresser le pays, ça serait pas compliqué. Donc alors à quoi on peut s'attendre ? Parce qu'il pourrait y avoir même un audit des dettes pour qu'on sache justement à qui on doit de l'argent, plutôt que de se priver de cette information de qualité qui permettrait de mener des réformes vraiment de nature systémique et de plus dire c'est un tel ou un tel qui détourne de l'argent, etc. Et on pourrait mener des réformes structurelles et changer complètement la trajectoire de la France. Alors c'est fascinant ce que tu dis, parce que tu vois, en une phrase, tu dis que on a une réponse, elle est simple, il suffit de la mettre en œuvre, et c'est un manque de volonté politique.
et j'ai envie de dire un manque de volonté politique partagée, puisque j'entends pas ça ni, même si je crois plus à la gauche, à la droite, moi je crois davantage à deux blocs qui seront plutôt d'ordre souverainiste et l'autre mondialiste. Mais là, c'est fascinant parce que tu m'emmènes à ma question suivante. C'est que pour établir donc un lien entre le contrôle des informations bancaires et la situation des finances publiques. Donc, c'est vraiment la question que je voulais te poser, auquel tu as répondu déjà à moitié. C'est qu'on peut l'établir, ça. Évidemment, on peut l'établir, oui. Évidemment, oui, oui. Et donc, c'est même pas qu'on veut, c'est qu'on doit impérativement le faire maintenant parce que sinon, on ne se sortira pas de cette situation. Ça va complètement détruire l'économie française. Et par ailleurs, là, le système devient de plus en plus vulnérable à la situation internationale. Ça s'est révélé déjà pendant la crise du Covid, parce qu'en 2020, les marchés ont eu très peur de ce qui allait se passer et à la capacité de l'État à continuer à payer les créanciers. Oui. Oui, je rappelle souvent qu'en 2008, Nicolas Sarkozy, en grande partie, l'argent qui a été débloqué, c'est pour sauver les créances des banques françaises sur le marché grec. Donc, ils ont d'abord sauvé les banques avec l'argent français. On mobilise de l'argent, on trouve des solutions, et puis... ça a été rapide, là. C'est rapide. Mais moi, c'est fascinant. Et ça a été la même chose. Juste terminer sur cet exemple, parce que c'est très important. C'est toi l'invité, hein, tu peux... C'est aussi très intéressant, donc on peut échanger. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme les banques ont eu peur, les créanciers ont eu peur de prêter de l'argent à l'État parce qu'il y avait la crise du Covid, très très rapidement, l'État n'était pas en mesure de payer les retraites des Français. Le 9 avril, l'État n'était plus en mesure de payer les retraites des Français parce que les marchés n'alimentaient plus la machine de la sécurité sociale. On va y revenir là-dessus parce que y a, dans l'actualité du moment, même si c'est étouffé par comment j'ai presque envie de dire le racisme systémique de ces chaînes d'infos en continu qui nous polluent de manière complètement anxiogène et qui nous font peur sur un ennemi de l'intérieur, en l'occurrence l'Algérien, pour ne pas le citer, ou le musulman, ou le frère musulman, parce qu'il n'y a pas de musulmans, il n'y a que des frères musulmans aujourd'hui. Alors faites gaffe, hein, ceux qui appellent mon frère, ma sœur, vous allez être fichés S. Hein. Non, mais pour en venir à quelque chose quand même d'assez incroyable, c'est que moi j'avais été, et j'ai toujours eu une vraie sympathie pour les Gilets jaunes constituants, parce que d'abord ils ont été très solidaires de ma personne dans le cadre du combat pour la protection de l'enfance et contre la pédocriminalité. Ils ont été très courageux contre l'ordre des médecins qui a commencé à s'attaquer très durement à l'endroit de médecins méritants qui respectaient leur serment d'Hippocrate contre ces hypocrites, justement. Mais ils ont été surtout fascinants. Moi, j'avais beaucoup aimé. Il y a une initiative des Gilets jaunes constituants que je trouve fabuleuse, c'est que, justement, ils ont été les premiers, alors quasiment dans le même processus que le tien, à se dire, mais à qui appartient la dette française ? Et à ce jour, on ne leur a jamais répondu. Il faut le savoir, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et il y a aussi un personnage en couleur que j'apprécie dans le cadre de ces analyses qui réclame souvent des audits, c'est Charles Gave, qui est sans arrêt en train de dire il faut des audits. Là, pour le coup, il a raison, puisque chacun, individuellement, on est dans un rapport à notre argent qui constitue, n'importe quel Français, je veux dire, dans la majorité des cas, provisionne pour ses courses, son loyer, son crédit, son essence, ses activités, l'école des enfants, enfin bon, bref. Et là, regarde, j'ai envie de dire, l'État, celui qui est l'ultra riche, quoi, je veux dire, qui se gave de tous ces prélèvements obligatoires à l'endroit de ceux qui travaillent, est incapable d'établir un lien entre le contrôle des informations bancaires et la situation des finances publiques. Voilà. C'est bien ça. Voilà, c'est ça. Et la situation devient encore pire que celle que tu décris parce que aujourd'hui, il y a une perte de maîtrise sur les comptes publics et notamment sur les recettes. Parce qu'il y a un effondrement économique. On a vu, il y avait presque 70 000 entreprises qui ont été en faillite.
Donc l'État a du mal à anticiper les recettes. Ça a été l'affaire Bruno Le Maire. Bon. Oui. Il y avait un bilan assez chaotique, mais voilà, il n'y a pas de responsabilité pour quelqu'un comme ça qui ne tient pas compte de la situation réelle et qui n'est pas en mesure de prévoir un budget qui va permettre justement de réduire les déficits ou en tout cas d'être pas trop faux. Oui. Parce qu'il y avait quand même un écart assez conséquent et puis finalement, à chaque fois, on a recours à l'emprunt pour continuer d'alimenter cette dynamique. Oui, enfin, en parlant de Bruno Le Maire, je ne peux pas m'empêcher cette digression puisqu'il était beaucoup plus attaché à écrire ses livres, probablement en cachette, vu que pendant que les Français parlaient du trou de la Sécu, lui il parlait d'anus dilaté. Donc effectivement, c'était pas le même registre et pas du tout je lui fais un petit coucou à Bruno. Ils t'ont tellement trouvé mauvais en Suisse qu'ils n'ont pas voulu de toi. Hein. Il est parti là-bas en prétextant qu'il est prof. Il l'est déjà plus. Hein. Donc au moins les Suisses, j'applaudis votre côté beaucoup plus rationnel qu'en France. Ça, j'ai beaucoup aimé. Non, mais et en plus, je fais un petit coucou à Martine et Donette et Claudio pour leur livre sur les 418 milliards qui ont révélé maintenant depuis 30 ans qui a été octroyé illégalement des terrains aux grandes surfaces, qui a tué, j'ai envie de dire, le localisme auquel je crois très fortement pour recréer du lien et puis en même temps de la qualité l'État, ce monstre froid, comme dirait Nietzsche, a octroyé justement de manière illégale avec l'aide de magistrates corrompus qui ont antidaté des courriers officiels, de préfets qui étaient le plus haut représentant de l'État dans le département et qui n'ont pas hésité à tricher pour assurer la mainmise de certaines grandes surfaces. Et à ce jour, juste dans la région PACA, tout ce beau monde doit 418 milliards d'euros français. Moi, je veux dire, si j'avais à être amené aux destinées de ce pays, c'est la première chose, enfin une des premières choses que je ferais. Et voilà, tout ça rentre dans les caisses. Et alors qu'aujourd'hui, on est un État en faillite, non pas seulement sur le plan moral, je ne viendrai pas mais on est en faillite du fait que nos services publics, et quand les Français disent à t'écouter, ils ont raison. Où va notre argent? Où est notre argent? L'hôpital public, c'est devenu une catastrophe. La justice, une bérésina. On a aujourd'hui, en plus du manque des moyens, des magistrates qui ne lisent même plus les conclusions. À quoi bon? On va gagner du temps et qui prétextent qu'elles ont que 7 minutes par dossier. À la rigueur, on change. J'ai découvert que là, ils allaient passer à l'intelligence artificielle. Donc, bientôt, dans les tribunaux, on mettra une carte magnétique et il sortira les conclusions. La police, c'est une catastrophe, la police. Moi, je le découvre d'abord pour eux-mêmes. Ils sont démunis. Ils sont démunis, pratiquement sans moyens. Et en plus, ce pouvoir octroie de manière beaucoup plus intensive des moyens aux sécurités privées. On l'a vu en plus dans le cadre des Jeux Olympiques. Et des policiers qui sont de plus en plus nombreux à démissionner. Et pour ceux qui restent, malheureusement, acceptent des ordres complètement arbitraires et illégaux, ce qui fait qu'il y a une haine réelle à l'endroit de certains policiers, d'une partie de la population. Et puis, en quatrième lieu, l'éducation nationale. Je veux dire, qu'est-ce qui marche? Il n'y a rien qui marche. On le voit chaque jour. Et on va toujours chercher à la marge. Et c'est pour ça que je tenais à ce que les Français te découvrent davantage, parce qu'ils te connaissent déjà. C'est que la clé de tout, et tu le précises très bien, c'est la donnée bancaire. Parce que on va parler de ça. On va parler de ça. Voilà, merci Lazare qui m'a imprimé l'article que je voulais absolument vous montrer, qui est tout récent. Alors, c'est marqué Alerte Info. Alors, on se rend compte que Alerte Info, normalement, ça aurait dû faire le tour des rédactions. Non, on nous invite encore Monsieur Attal pour nous parler de la Baïa et Monsieur Bardella pour nous dire qu'il n'est pas pour un État palestinien. C'est vrai que par rapport à l'actualité, ils sont en plein dedans, les petits. Bon, sans parler de ces fausses bagarres entre ce que certains appellent les droitards israélisés et les islamo-gauchistes. Voilà, comme ça, j'oublie personne. Bon, alors, le titre.
le titre. Un défaut de paiement de la sécurité donc sociale. En 2027, la Cour des comptes lance une très sérieuse mise en garde. On est en train de nous dire qu'il y a donc, je crois savoir qu'il y a des lois qui vont être probablement votées d'ici cet été. Donc, ma chère Héloïse, la Cour des comptes qui tire cette sonnette d'alarme, c'est pas la première fois, mais là, ils ont carrément parlé d'une trajectoire hors de contrôle, ce qui est quand même rare de leur part, parce qu'ils ont plutôt un langage diplomatique, oui, on va général, dire. Oui. Et surtout de la branche maladie. Et donc, ils disent qu'il y a un risque de plus en plus sérieux de crise de liquidité avec un défaut de paiement. Et tout ça va se matérialiser en 2027. Donc ça me renvoie à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que là pour le coup les Français c'est pas qu'ils n'ont pas leur retraite mais l'État pourra pas rembourser. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Alors ce qui va se passer, donc c'est vrai que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure parce que moi j'avais analysé dans Kleptocratie ça déjà depuis 2016. Ah, fascinant. Alors autre livre dont je crois savoir qu'il y aura une prochaine réédition qu'on peut retrouver, donc qui est au Jardin des Livres, qu'on peut retrouver sur ton site internet pour ceux qui souhaitent se le procurer. C'est fabuleux, ça fera l'objet d'une émission prochaine. J'insiste là-dessus parce que là c'est délirant parce que tu es... Alors, encore une fois, je veux dire, c'est pas de la flagonnerie, mais tu as vraiment cette primauté à t'être attaché à des sujets clés qui devraient être vraiment les sujets de débat en France. Parce que quand je lis ce livre et que je découvre que les dépôts bancaires, les cotisations sociales, les avantages sociaux des Français sont massivement volés par les banques avec la complicité absolue des politiques, alors on tombe des nues. Tout est sourcé. Et je te laisse poursuivre, mais c'est vraiment un livre à se procurer. Écoute, moi je vais être très honnête, je vais parler franchement aux gens. Voilà, vous voyez ma tête, je suis un peu plus intelligent. Voilà. Maintenant vous savez pourquoi. Alors, poursuivons sur la sécurité sociale. La sécurité sociale et en tout cas l'analyse des rapports entre la sécurité sociale et ses financements auprès des marchés financiers, la manière dont ça s'est mis en œuvre à partir des années 90 surtout. Ça n'a pas du tout été analysé, alors que c'est vraiment le cœur du sujet pour comprendre comment est-ce qu'un pays, on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de richesses, eh bien, on a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé du monde, alors qu'en même temps, on a des services qui sont en train de partir en déconfiture à tout point de vue. Et donc, cet engouement qu'il y a eu dans les années 90 pour les marchés financiers est en train de coûter très cher actuellement à la France parce que dans la dynamique d'emballement, ça emporte tout sur son passage. Et effectivement, le fait de s'empêcher de connaître à qui est-ce qu'on doit de l'argent, comment circulent ces placements au sein de l'économie mondiale, en plus des rapports de force aujourd'hui géostratégiques, représente autant de vulnérabilité pour le pays qu'il faut être en mesure de comprendre, parce que même si on peut se réjouir quelque part que la Cour des comptes et qu'en tout cas que ces informations sortent un petit peu, là c'était BFM, en début d'année il y a eu un article aussi dans Le Parisien sur la caisse d'amortissement de la dette sociale où la situation était également alarmante. Puisque pour continuer à emprunter sur les marchés financiers, on va dire le deal avec l'État, c'est que l'État garantisse l'augmentation des prélèvements obligatoires, donc la CSG et la CRDS des Français. Donc c'est pour ça que... Mais alors quand je t'écoute attentivement, puisque effectivement dans l'article, la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, dit qu'elle est arrivée au bout du bout de ce qu'elle pouvait amortir en termes de dette, et enfin de possibilité d'emprunter. On sait que l'autre structure, la COS, donc l'agence, c'est l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Voilà, l'agence de trésorerie de la sécurité sociale. Elle, pareil, mais bon, elle fait du court terme. Un an. Elle dit qu'elle peut plus non plus. Donc si j'ai bien compris, parce qu'ils sont assez sibyllins dans l'article, ils disent mais une loi organique est nécessaire. Mais enfin si je comprends bien, c'est probablement même une démarche constitutionnelle dans cette histoire. Oui, c'est ce qu'il va falloir. Parce que la loi ne va pas passer, vu que personne n'a la majorité. Voilà, donc déjà ça bloque souvent les débats pour voter déjà le projet les lois de financement de la sécurité sociale, et en plus de ça, il va falloir rallonger aussi la durée de vie de la CADES.
la caisse d'amortissement de la dette sociale, pour continuer à emprunter, il faut à la fois une réforme structurelle pour que ça puisse continuer, et en plus que l'État garantisse qu'il va continuer à augmenter les impôts des Français. Tu peux le dire un peu plus fort parce que nos auditeurs ne voient. Alors, non, parce que vous allez devoir à nouveau payer. Et si vous voulez comprendre, parce que moi, il y a une phrase qui m'a interpellé. C'est la phrase de Pierre Moscovici, qui est l'actuel président de la Cour des comptes. Enfin, c'est quand même dit dans l'article. Ils nous prennent pas de dos. Je veux dire, dans le dos, pardon. Il dit: nous avons perdu le contrôle de nos finances publiques en 2023 à 2024. Il parle de perte de contrôle. Ils étaient quand même au courant depuis longtemps. Là, ça commence à sortir parce que le système est en train de craquer. Voilà. Mais bon, lui, il dira plus tard, lors de son procès, moi je vous ai prévenu. Voilà, c'est ça. Donc il n'y aura personne sous sa fenêtre. Je pense que les Gilets jaunes vont s'occuper d'autres personnes avant. Je serai avec vous en première ligne. Ça, je mets un point d'honneur à ne pas laisser les Gilets jaunes constituants tout seuls. Mais donc voilà, il faut bien comprendre, parce que ça rejoindra la déclaration de Darmanin que tu as évoquée tout à l'heure, c'est que ça fait longtemps quand même qu'on est au courant. Moi, si j'ai pu faire cette analyse-là toute seule de mon côté en 2016, c'est que quand même ils étaient au courant. Mais si ça commence à sortir, c'est qu'il va y avoir des mesures coercitives qui vont être mises en œuvre justement pour pouvoir recouvrer de l'argent, notamment, oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut, parce que justement, dans ton livre, effectivement, qui est extrêmement bien documenté, Kleptocratie française, à la page 167, tu es rare à donner la documentation financière. Donc, moi, j'en ai profité, bien sûr, et je fais profiter à nos auditeurs. On a, concernant la cause, exactement le nom du programme, enfin type de programme, et surtout les agents placeurs. Et ce qui est très fascinant, agents placeurs, j'y trouve quasiment toutes les banques françaises. Il y a des banques internationales aussi. Oui, ouais. Je voulais pas trop les citer, mais bon. Mais c'est les filiales, France UBS, en tout cas. Voilà, oui. HSBC, France, enfin bon, bref. C'est pour ça que je disais principalement françaises, que c'est leur filiale. Même si, effectivement, en termes de comptabilité, ça part un peu à l'étranger. Même beaucoup. Mais il y a quelque chose quand même qui est assez incroyable, parce que on a vraiment des femmes et des hommes politiques extrêmement mauvais, je veux dire. Mauvais dans le sens où ils s'attachent pas on a affaire tu parles de kleptocratie, moi j'ai envie de dire d'une forme de plutocratie, un entre-soi qui est pour moi devenu une forme de mépris pour les Français. Je m'explique. Voilà, moi j'ai pour habitude chaque jour de faire une revue de presse internationale. Enfin, je le fais pour moi, pour purement de manière intellectuelle, quoi. Une sorte de respiration mentale, à voir ce qui est décrit à travers le monde par rapport aux phénomènes géopolitiques principalement et financiers. Parce que tu rappelles très bien que, et tu as raison, c'est la clé. La clé de tout ce pourquoi et ça se répercute sur nos vies, c'est aujourd'hui la principale clé, la donnée bancaire. Parce qu'on voit qu'on est au bord d'une troisième guerre mondiale, et j'invite nos auditeurs à lire le dernier numéro de Nexus, car effectivement, je veux dire, et ce qui est très bien, c'est que je le dis à nos auditeurs, ce n'est pas une complotiste. Terrible, hein. J'aurais voulu tirer un peu le fil, mais non, rien. Les bouquins sont tous sourcés. L'entretien, j'ai eu plaisir à le faire avec toi. J'ai dû mettre un frein parce que c'était pas 8 pages, mais 15 qui sortaient. Mais j'ai un exemple concret et je vais vous le montrer. Quand Gérald Darmanin parle de mettre fin à l'argent liquide, il y a un pays que j'aime beaucoup, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'y étais il n'y a pas très très longtemps, qu'est la Suède. Donc, alors la Suède, ils sont assez particuliers, les Suédois, parce que dans le cadre du progressisme, l'inclusivité, le wokisme, les innovations technologiques, numériques et tout, alors ils ont été les premiers pratiquement en tout, mais par contre ils ont une qualité, contrairement à nos administrations françaises, c'est que quand ils découvrent qu'ils font des conneries, qu'ils sont allés trop loin, ils reviennent en arrière et ils se disent attends, on a déconné, et ils revotent des lois. Je donne un exemple concret aux gens qui nous écoutent, on mettra le lien de cet article. La Suède revient
à l'argent liquide. Alors, je vais l'envoyer à Monsieur Darmanin, parce que manifestement, personne ne lui fait de la revue de presse. Il vient, il éructe. Voilà, c'est symptomatique. Je veux dire, voilà, bon, j'ai du mal à comprendre qu'il soit à ce poste aujourd'hui. D'autant que, je fais juste une petite parenthèse, cher Gérard, tu protèges toujours à ce jour le trafic de passeports d'enfants victimes de corruption à la préfecture de police de Paris. Hein. Et tu portes plainte contre moi si tu n'es pas d'accord. J'ai envie qu'on soit confrontés tous les deux à un juge d'instruction. Ça renvoie à l'affaire Palmade et à l'affaire Epstein. Je ferme la parenthèse parce que c'est important de le dire. Alors, Moussa, je vais t'envoyer ça, d'accord ? Et ça t'évitera de dire des conneries quand tu feras des conférences de presse. La Suède revient à l'argent liquide. Parce qu'ils se sont rendus compte d'un truc. Alors, eux, ils sont allés très loin. Ils ont créé une application qui s'appelait Swish. Alors, pour éviter de confondre avec ton titre, Swift. Même les SDF qui mendiaient dans la rue mettaient un QR code parce qu'ils étaient immatriculés en Swish pour pouvoir recevoir de l'argent. Pareil, dans les églises, c'était un truc complètement hallucinant. Et on a vu qu'en Suède, il y avait quasiment plus d'argent cash mobilisé dans l'économie réelle, puisqu'il y avait ça concernait plus que 1,2% du PIB. C'était colossal. Donc pratiquement tout le monde était dans le mode numérique. Et puis, ils se sont rendus compte que pour des raisons de liberté de choix, pour des raisons de lutte contre les inégalités sociales, il fallait revenir là-dessus. Et donc, ils ont obligé les petits commerces et les pharmacies à accepter le cash, puisque beaucoup de gens, les personnes âgées, les jeunes, les personnes malades, étaient confrontés à cette réalité qui pour eux, c'était dur. Voilà. Et donc, du coup, on était passé de la proportion au règlement en argent liquide dans les commerces suédois. D'ailleurs, il suffit d'aller au centre-ville et puis vous allez voir qu'il y a plein d'endroits où vous ne pouvez pas régler en espèces. Donc en 2010, ils étaient à peu près 40% de Suédois réglés en cash, et puis c'est passé à 15% 6 ans après, en 2016. Et ça a tellement progressé dans ce sens que là on s'est dit on va beaucoup trop loin, pour deux raisons aussi qui sont quand même primordiales. D'abord les jeunes. Alors les jeunes qui nous écoutent, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, je vous remercie pour votre écoute attentive, et puis là vous aurez plaisir, j'imagine, à écouter Héloïse, et puis même à acheter, je t'invite les parents à faire ce type de cadeau. Voilà, c'est important, hein. Ils vont être confrontés à ce monde-là dans un temps rapide, parce que écouter nos politiques en boucle qui nous disent que des bêtises et qui essayent de nous séparer entre Français en raison de notre religion, notre couleur de peau et notre identité. Il suffit de voir leur gueule pour dire que, je le dis publiquement, j'ai pas du tout envie de leur ressembler, même physiquement. Que en Suède, du côté de la sécurité civile, on avait tellement peur depuis ce qui s'était passé là dans le cadre du conflit russo-ukrainien, d'attaques cybernétiques, que les jeunes suédois ont dit stop. Ils avaient peur que d'être fichés, c'est repris dans l'article, fichés électroniquement à travers leurs achats. Ils avaient peur. Alors, à part Pascal Praud qui nous dit... Non, c'est une réalité. C'est ce qu'on expliquait au début de l'entretien concernant les rapports géostratégiques aujourd'hui et les enjeux... Mais ça, faudrait que Pascal Praud t'invite, parce que ancien petit journaliste sportif qui pense comprendre toutes les données géopolitiques mondiales, il nous explique... Voilà, les types nous balancent et nous envoient leur point de vue. Mais on s'en moque aujourd'hui. Faire du journalisme, c'est faire de l'investigation. C'est d'inviter des Loïs Benamou pour comprendre que l'achat envoie la possibilité de nous tracer. Et lui, il est tout content de dire, face à Elisabeth Lévy, dont j'ai apprécié la réponse, ouais, moi ça me dérange pas qu'on sache où j'ai acheté ma bouteille de lait ou je sais plus trop quoi. Et cette dernière lui a répondu, mais justement, il n'y a plus le sceau du secret. Bien et sûr, c'est important pour avoir dans le cadre d'une vie privée. Donc les Suédois l'ont compris. C'est voilà, merci. Tu as dit droits fondamentaux, liberté individuelle, et les Français de plus en plus voient leur liberté fondamentale
diminuer en raison de cette politique anxiogène qui ne veut pas dire la vérité aux Français. Et c'est pour ça que, s'en prendre à l'argent liquide, des pays ont essayé bien avant nous, grâce à Dieu et grâce à leur raisonnement laïque, pour ne froisser personne, ils ont compris qu'il fallait revenir là-dessus. Et on ne prend pas exemple. Oui, surtout dans cet environnement où le système de transfert de données, donc ça repose beaucoup sur les infrastructures d'Internet, est contrôlé par les États-Unis, est vulnérable. J'ai expliqué qu'il y avait des problèmes de sécurité, des problèmes de sécurité qui sont liés à la conception même du réseau. Donc, ce qui fait que c'est des choses qui ne peuvent pas se régler, sauf en mettant des patchs, etc. Mais ça ne permet pas d'être réglé. Et de toute façon, il y aura toujours des cyberattaques. Donc, aller dans ce sens-là, dans cet environnement extrêmement instable, c'est d'autant plus incohérent en réalité. Il faudrait plutôt miser sur le développement d'un réseau de télécommunications qui soit sécurisé, contrôlé par les pouvoirs publics. Il faudrait aussi réfléchir à un nouveau mode de gouvernance, je pense, parce que bon là, c'est un autre sujet, mais on voit bien que les institutions aujourd'hui ne répondent plus à ces enjeux. Il y a un entre-soi, là. Il y a un entre-soi, mais on sent que ça se joue à un autre niveau maintenant. Ça se joue à un autre niveau, ils sont complètement dépassés. Parce que, pour plein de raisons, mais ils sont complètement dépassés parce que ça se joue ailleurs. Ça se joue plus en France. Tu vois, ni en Europe, d'ailleurs. Tu vois, ce qui est plaisant d'échanger avec toi et par interaction avec nos auditeurs, je suis un humble représentant de nos auditeurs, c'est tu vois, on est à un autre niveau. On est dans le niveau du réel, de ce qui se passe réellement. Et c'est des enjeux civilisationnels. Voilà. On est arrivé à un point de bascule. Il va y avoir de profonds bouleversements pour le monde, pour les citoyens, que ce soit en Chine, en Russie, en Europe, en Afrique, partout. Parce que là, la tendance est en train de pousser vers ce contrôle et un usage coercitif de ces données. Mais moi, je pense même que ça se joue au-dessus de Donald Trump, parce que j'ai le sentiment même qu'il y a beaucoup de choses qui lui échappent et que l'oligarchie financière qui a besoin de créer ce nouveau paradigme avant nous, c'est-à-dire avant le peuple, avant les citoyens. Donc arrêtez de mal voter ou de pas voter, mais faites en sorte que... Mais c'est vrai qu'en même temps, il faut donner les clés aux gens, parce que... Il faut donner les clés de compréhension, quand tu vois que pendant 2 jours, là, les gens ont débattu sur la claque ou pas du conjoint du président, ça n'a aucun intérêt. Aucun, mais là... Ça prend les gens du temps concentrent leur énergie sur des choses qui sont insignifiantes. Et c'est ce que je dis en plus dans le réel, c'est que les gens mobilisent leur réelle énergie dans le fait qu'ils travaillent pour un mieux-être et un mieux-vivre. Et là, pourtant, ils se laissent prendre. C'est un peu le piège des médias mainstream et même certains alternatifs qui sont... J'en suis sûr pour certains d'entre eux cooptés par le pouvoir, pour nous amener sur des sujets qui sont des non-sujets, quoi. Et là, pour le coup, on découvre que le monde est en train de changer et on a une opportunité. Parce que c'est... Je voudrais qu'on conclue ce dernière partie de notre échange sur le fait que je vais le découper en 2. La première partie, je vais revenir vers quelqu'un qui t'apprécie énormément, qui est un de nos plus grands chercheurs et penseurs français, qui est Louis Pouzin. Oui. Et puis la deuxième partie, on ira sur le blockchain, le crypto-actif et tout ça. Concernant Louis Pouzin, que j'avais évoqué au début de notre échange, il y a eu l'avant-garde. Il a été ce qu'on appelle un homme clé dans le cadre de la construction d'une volonté de protéger numériquement la France via le datagramme. Il faut le dire, l'idée a été reprise par les États-Unis et développée par eux. Bon. Il dit qu'ils l'ont mal copié. Alors, donc il nous reste une chance. Il nous reste une chance.
Alors, j'ai créé l'Alliance pour la France. Je vais aller chercher Louis Pouzin comme responsable de la sécurité numérique française. Après tout, il en connaît un rayon. On a des talents. Il avait tout anticipé. Ce pouvoir méprise nos talents. Il y en a combien et dans combien de domaines? Je découvre aussi grâce à Nexus nombre de lanceurs d'avenir prodigieux qui existent en France dans tous les domaines, la santé, l'économie, l'élevage, l'océan. C'est incroyable en France cette pépinière de femmes et d'hommes ô combien méritants et qui voudraient tellement changer la donne. Donc moi, je fais ce pari-là. Et donc, il dit à un moment, c'est toi qui dis à travers sa voix que, pour contrer en gros l'hégémonie américaine, la solution clé en main, RINA. Est-ce que tu peux nous parler de RINA, cet acronyme qui signifie Recursive Inter-Network Architecture? Oui. Alors, je vais repartir de ce qu'on avait dit au début de l'entretien. Mais vas-y, justement, louper je sais que t'as plus beaucoup de temps, mais... Non, t'as le temps. Vas-y, t'as le temps. J'essaie d'être rapide, mais efficace. Alors, au début de l'entretien, on a expliqué justement que le général de Gaulle avait mis en place le plan calcul pour justement échapper aux problématiques liées à l'hégémonie, au développement dans le domaine des réseaux de télécommunications qui avait lieu aux États-Unis pour que la France puisse rester souveraine dans ce domaine. Donc il y a eu le succès du réseau Cyclade qui a été mis en œuvre avec Louis Pouzin et ses équipes. Et ça a été abandonné, on leur a coupé les financements parce que le gouvernement, après, de Valéry Giscard d'Estaing, avait privilégié le Minitel. Ce qui n'était pas en soi une vision politique. Je te rassure. Pour avoir lu les archives américaines qui ont été rendues publiques sur une grande partie de nos anciens présidents, pour ceux qui sont là, il va falloir attendre 50 ans. Ça va être drôle, mais je pense qu'on aura plutôt celle concernant nos 3 derniers présidents. Mais en l'occurrence, ils ont établi la CIA et le FBI ont écrit, et on retrouve ça dans les archives aux États-Unis, que le seul qui n'ont pas réussi à corrompre, c'est De Gaulle. Je pense que Pompidou a été empoisonné parce qu'il a voulu revenir sur la loi de 73, d'après les infos que j'ai, mais Valéry Giscard d'Estaing et Mitterrand étaient complètement inféodés aux États-Unis. Et justement, le général de Gaulle a installé les équipes sur la base du shape de l'OTAN, qu'il avait fait quitter le territoire et c'était parti en Belgique. Et ils se sont installés là dans les baraquements de la caserne. Donc c'était très symbolique. En tout cas, on a expliqué donc cet abandon du projet de réseau qui avait été mis en place en France. On a relaté tout ce que ça avait coûté à différents points de vue, au niveau géopolitique, au niveau de la dette, au niveau de l'économie française, etc. Et Louis Pouzin étant un véritable génie, quelqu'un aussi de désintéressé, je pense que ça joue beaucoup dans la recherche à ce niveau-là, a continué de travailler sur les réseaux malgré tout. Et il a beaucoup attaqué cette hégémonie américaine. Très très rapidement, il a compris qu'il y aurait un problème au niveau de la souveraineté et du contrôle et la vulnérabilité aussi liée aux problèmes de sécurité. Donc tu reconnais qu'aujourd'hui, les États-Unis, il faut le reconnaître, est la première puissance mondiale. Bien sûr. Du fait. C'est un empire. C'est même un empire mondial, c'est plus qu'une première puissance. C'est un empire mondial et la colonisation technologique joue un rôle de premier plan dans leur stratégie globale. Oui, il faut en avoir totalement conscience. C'est remarquable ce que tu dis, parce que j'ai acheté le dernier hors-série de Courrier International qui parlait de la recomposition des empires. On avait eu cette discussion il y a déjà 2 mois. Et effectivement, en France, on ne raisonne pas suffisamment dans la compréhension du changement qui s'opère au niveau mondial, dans le sens où aujourd'hui, on a des dirigeants à l'échelle du monde qui essayent de reconstituer aussi des empires. Alors, par rapport à l'histoire, et par rapport à la domination mondiale. Alors, pour le coup, les États-Unis sont très forts, effectivement, et ça, tu fais bien de le préciser. Oui, bien sûr. Bon, on a
Vladimir Poutine, Xi Jinping, même Erdogan, qui est toujours en tête aussi l'Empire ottoman. Il n'est pas en train de le reconstituer, contrairement à ce que disent certains, mais ils ont des logiques d'empire. Et en France, on est un micro, on est devenu malheureusement un micro-État, et comme le dit si bien Maître Roland Sanviti, vaincu. Et encore, parce qu'un État, c'est quand même un cadre, quand même une constitution. Qui est remarquable, hein. On a une constitution, si elle avait à être appliquée et respectée, qui est remarquable. Oui, mais il faut aussi tenir compte des enjeux actuels, parce que le monde a été bouleversé par tous ces événements. Et c'est là que le pouvoir aussi a échappé. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de système bancaire, par exemple, sous contrôle de l'État, ça participe aussi à tous ces problèmes économiques qu'on a décrits. Donc je vais quand même revenir. Et là, tu en étais justement, je voulais te réinviter à prendre la parole sur le monopole américain, justement. Tu es revenu là-dessus. Voilà, donc Louis Pouza, le réseau RINA, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau qui fonctionne différemment, qui permet d'échapper à l'hégémonie américaine, qu'il a conceptualisé à partir de 2008 avec un chercheur américain qui faisait partie d'ARPANET, qui s'appelle John Day, et sur lequel il a beaucoup travaillé. Mais alors, il n'a jamais trouvé de financement pour pouvoir le mettre en application en France. Et à chaque fois qu'il a trouvé des portes ouvertes, c'est finalement souvent les Américains qui ont raflé la mise à la fin. Ce qui avait de quoi le faire rager, ce qui se comprend. Néanmoins, il a été beaucoup invité en Russie, en Chine, pour présenter son travail. Et effectivement, je pense que cette rupture technologique va permettre de renverser un peu le pouvoir si ça arrive à se concrétiser. Et c'est sur quoi il faut le plus travailler, je pense, actuellement. Sans attendre d'arriver à un stade critique pour pouvoir s'y atteler, en réalité. Tu es la seule en France qui m'a vraiment fait comprendre que les pouvoirs publics s'étaient à ce point désintéressés de la protection de notre souveraineté numérique. Notre souveraineté numérique est sans défense à l'endroit de cette grande puissance qu'est les États-Unis, mais aussi la Chine, et d'autres puissances qui vont effectivement s'investir en France pour capter... Et je pense que le système va s'aggraver aussi dans la mesure où les technologies évoluant et la capacité de traitement, on le voit avec l'intelligence artificielle, les capacités de traitement de données de plus en plus importantes, va accentuer la tendance qu'on a pu décrire si rien n'est fait. Aujourd'hui, ils sont totalement en mesure d'analyser directement les informations qui sont en train de circuler dans le réseau. Et de traiter des quantités colossales d'informations. Alors, je ne voudrais pas manquer de respect à ton intelligence, donc je vais à la deuxième partie de cette fin de notre échange. Il nous reste un bon quart d'heure. Comme je sais qu'il y a beaucoup de jeunes des post-bac et des lycéens aussi qui nous écoutent. Merci à leurs parents de les mettre devant Nexus. Je pense qu'ils sont suffisamment aujourd'hui autonomes pour le faire par eux-mêmes, parce que voilà. Avant notre échange, j'avais pris un peu la température, et beaucoup d'entre eux, parce que je connais beaucoup de jeunes qui tombent pas dans les pièges de la doxa anxiogène de nos médias. D'ailleurs, je rappelle, petite parenthèse, pour ceux qui quittent aujourd'hui le 13h et le 20h de France 2 ainsi que celui de TF1, vous êtes la bienvenue pour suivre les émissions de Nexus. Parce qu'il faut savoir qu'ils perdent pratiquement 1 million de téléspectateurs par an, ces chaînes. Voilà. Donc il faut savoir que le monde est en train de changer, même à ce niveau-là. Et donc, beaucoup j'aurais dit que j'allais t'inviter, voilà. Et beaucoup m'ont dit, écoute, ça serait bien que tu l'interpelles et que tu l'interroges sur les histoires de blockchain. Donc voilà, je vais te poser un peu ma question étudiante. Donc on entend beaucoup parler justement de la blockchain comme d'une alternative, car cela permettrait de soutenir des transactions de crypto-actifs, et non pas de crypto-monnaies. Tu vas nous expliquer pourquoi tu insistes sur cette différence. De manière décentralisée. Alors voilà, la question que nous on te pose collectivement, c'est
quel rôle joue la blockchain dans l'environnement mondial actuel? Alors, la blockchain, quand ça a commencé à émerger, notamment avec le Bitcoin, au départ, ça s'est présenté comme une alternative au système actuel où il y a des tiers de confiance, donc notamment le système SWIFT. J'ai beaucoup... On peut expliquer que c'est un système de messagerie, donc qui permet les transferts pour les virements internationaux, qui sert de tiers de confiance, un peu comme un notaire pour garantir aux parties d'une transaction que la transaction sera bien exécutée selon les termes du contrat, on va dire. Et finalement, on voit de plus en plus que c'est pas vraiment une garantie d'être anonyme, le fait que la transaction se passe de personne à personne. Et lorsqu'il y a eu la razzia des oligarques russes, les cryptoactifs dans lesquels ils pensaient mettre des valeurs de manière sécurisée ont été quand même saisis. Donc, on voit qu'il y a des blockchains qui se mettent en place, mais par exemple, même Swift aujourd'hui utilise la blockchain depuis 2018. Ça a été un consensus auprès de toutes les principales banques mondiales. Les 70 principaux établissements ont soutenu le projet d'utiliser la blockchain dans le système Swift. Ce que ça permet, c'est de réaliser des transactions de plus en plus rapides parce que maintenant, les transactions s'exécutent en 30 minutes. Ah ouais? Oui. Et ça permet de suivre encore davantage les données en se passant de goulot d'étranglement qu'il pouvait y avoir avant, les chambres de compensation ou d'autres choses. Ça a été soutenu par le système de la Banque fédérale américaine et par la chambre de compensation américaine également, CHIPS. Donc c'est actuellement très, très implanté dans le système mondial, sans que ça se sache, mais ça va dans le sens plutôt de davantage de contrôle que de vouloir y échapper. Donc actuellement, les 70 principaux établissements bancaires ont soutenu ce projet et rapidement, donc il faut rappeler quand même que SWIFT, c'est 11 000 institutions dans le monde et dans 200 pays. C'est un système qui est très important, donc j'explique bien dans le livre comment est-ce que ça soutient la domination américaine. Et si ça s'est passé de cette manière-là, c'est que la blockchain dans cet environnement, effectivement, ne s'oppose pas aux intérêts américains ni au contrôle des données, et au contraire que ça va les faciliter. Eh bien, d'où l'intérêt de solliciter les plus jeunes pour poser des questions. Parce que là, j'avoue que... Waouh. Bravo les jeunes qui suivent Nexus, merci, je reprendrai une prochaine question pour mon prochain invité. Il décontenance, là il faut vraiment être structuré dans le cadre de la réponse. Je te remercie pour t'être donné à l'exercice, parce que c'est quand même assez fascinant tout ce que ça implique. Mais est-ce que d'après toi, et j'aimerais qu'on aborde cette question, est-ce que d'après toi, l'État et la nation vont survivre à ces transformations technologiques? C'est ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, mais là, on voit bien qu'il y a une déconstruction et au contraire que ça, le fait qu'il y ait ces implications concernant les fondements même de l'État, que ce soit économique ou politique, ou d'États qui pourraient être exclus du système bancaire international ou voir leur souveraineté vraiment en difficulté, ça favorise aussi beaucoup d'autres réseaux illicites, ça participe à la déconstruction, à la captation d'entreprises, la captation de marchés. Et oui, je crois qu'aujourd'hui, l'État n'est plus en mesure d'assurer sa souveraineté dans cet environnement. Ce qui est assez fascinant, c'est que tu dis des choses qui sont des bombes atomiques, mais d'un air... On m'a souvent dit ça. T'es très policé, Je sais pas, moi... Est-ce qu'on reste à table? En plus, on n'a que 30 minutes, alors le rôti sera quand même pas prêt, mais faut réfléchir. Ou la blockchain... Je ne veux pas participer à l'effet de vouloir encourager encore plus de frustration ou de colère chez les Français, parce que je pense que là, il faut savoir raison garder et puis essayer de trouver des pistes de réflexion pour sortir de cette situation, justement. Mais ce qui est bien, c'est que tu t'en tiens aux faits. D'ailleurs, dans l'entretien que l'on a eu, une des dernières questions que j'ai amené à te poser, c'est que tu as évoqué l'émergence d'un renseignement financier français. Donc on en a plus ou moins parlé tout à l'heure avec oui, tu l'as évoqué, oui. Mais tu dis bien
dans ta réponse que la quatrième révolution industrielle, les routes des nouvelles technologies, de l'information et de la communication sont d'une importance cruciale pour l'État français. En tout cas, moi, j'invite Emmanuel Macron. Je vais lui envoyer. Emmanuel Macron, je te les envoie. Voilà. Arrête de nous commenter ta dispute avec ton conjoint. Lis ces 2 bouquins. Enfin, fais-les lire, fais des fiches. Invite Héloïse. Vous lui ferez des fiches. Je ferai des fiches. Ah, c'est le président de la République. Bon. Donc, parce qu'il y a des réponses. Là, il y a de vraies réponses. Et puis moi, j'ai hâte de connaître l'actualisation de ton livre, Kleptocratie française. Je ne sais pas s'il gardera le même titre. Enfin, je ne suis pas encore dans le secret de Madame Benamou. Mais je trouve quand même que tu fais œuvre utile. Et puis en plus de ça, t'es vraiment une personnalité immensément sympathique. J'aime ceux qui sont dans l'apaisement de la description des réalités et des preuves irréfutables qui nous exposent. Tu vois, c'est ça que je te trouve passionnant et je remercie aux auditeurs de vous apprécier tout autant, toi et mes divers invités. Merci à toi, Morad. Merci pour ton invitation à nouveau. Non, mais ça c'est normal. Je veux dire, toute vie prend sens lorsqu'on porte au-delà de nous-mêmes la connaissance qui nous a fait grandir. Tu vois, c'est ça qui est important dans la vie. On passe, hein. Je veux dire, on est tous éphémères, on fait que de passer. Mais je trouve ça passionnant parce que vraiment, nos auditeurs, c'est aussi ce qu'ils demandent, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à être chez Nexus. Parce que c'est vraiment une marque de fabrique. Je crois que si j'avais à résumer Nexus, je dirais le mot-clé, c'est investigation et puis respect. Voilà. Respect de la vie, respect de la dignité humaine, de la dignité animale, la dignité sous toutes ses formes. Mais vraiment l'investigation, tu vois. Et c'est important de faire connaître. Moi, quand je vois un livre autant sourcé, enfin 2 livres autant sourcés, que notre classe politique et ceux qui se disent prétendants à ne disent pas qu'ils n'ont pas à connaître la réalité des faits. Donc voilà. Moi, je voudrais conclure avec toi sur une question qui me paraît, somme toute, importante, que je n'ai pas déposée au début, mais est-ce que toi, d'abord, tu te sens bien ? Tu te sens mieux dans ce pays, la France ? Est-ce que toi, Héloïse Benamou, qui met autant de ta personne et de ta réflexion à vouloir faire évoluer les choses, est-ce que tu te dis, c'est merveilleux de vivre et d'habiter en France ? Je trouve que la France est un pays fabuleux et quelque chose de très particulier en France. Les Français ont beaucoup de cœur et c'est très touchant, je trouve. Maintenant, moi, comme pour ceux qui me connaissent ou qui me connaissent pas, comme je travaille dans un cabinet d'expertise comptable, d'un point de vue économique, j'ai vu la situation beaucoup se dégrader très rapidement depuis une dizaine d'années. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à commencer à faire des recherches et à enquêter, puis à écrire. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence dans ce pays qu'on ne laisse pas s'exprimer et qu'il y a des solutions qui pourraient être mises en place très rapidement avec des coûts qui ne seraient pas exorbitants. On a parlé tout à l'heure, par exemple, du réseau de télécommunications qui a été conceptualisé par Louis Pouzin. On parle de peut-être 15 ou 20 millions d'euros pour faire un projet pilote. On est loin des 500 milliards. 250 milliards et 500 milliards, effectivement. Effectivement, 20 millions, il est plutôt modeste. Hein. Voilà, c'est peut-être ça le problème. Voilà. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment des pistes pour sortir de cette situation. Et moi, ce que j'espère, c'est toucher à l'intelligence des Français à travers mes livres pour pouvoir contribuer à ce que ces idées s'infusent et que la situation se renverse. D'ailleurs, quand on parle de ton livre, l'affaire Swift, c'est très intéressant, et j'aurais dû le faire dès le début, de lire le sous-titre. Comment un programme secret d'espionnage des données bancaires est devenu l'instrument clé de l'impérialisme américain menaçant la paix dans le monde. C'est fascinant et c'est troublant.
Et c'est vrai qu'en te lisant, j'ai eu moi-même à découvrir le manque de volonté politique, à pouvoir faire des choses avec des Français qui ne demandent que ça. Il y a plein de talents dans ce pays. C'est pour ça que j'aime autant la France. J'ai eu la chance de voyager à peu près partout. Et voilà, j'aime la France. J'aime la France et les Français. Et je voudrais que cette classe politique dégage quoi. On dégage. Parce qu'ils apprendront jamais à ne pas les mépriser, donc qui dégage. En tout cas, je vais conclure sur une formule. Oui, ça venait vraiment du cœur, là, pour le coup. Non, parce que, tu vois, il y a une question que tu as posée dans un de tes entretiens que j'ai cru lire, parce que notre chère Héloïse Benamou est invitée assez régulièrement dans des colloques internationaux. Et il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, qui était une question, qui contient presque la réponse. Tu dis à quoi bon changer de voiture, c'est pour continuer d'emprunter les mêmes routes, en l'occurrence les routes américaines. Je sais que tu feras pas la route 66, pourtant elle s'arrête sur les plages californiennes. Mais cela étant, tu dis l'essentiel. Je veux dire, il faut un moment qu'on ait une voiture française. Et nos propres routes, oui. Et nos propres routes. C'est ce sur quoi il faut travailler actuellement. Je sens que tu as beaucoup plaire aux étudiants français ainsi qu'à leurs parents et à nos auditeurs. En tout cas, écoutez, je tenais vraiment à vous remercier 1000 fois et je te remercie 1000 fois, ma chère Héloïse, merci d'être venue à Nexus. Merci encore à Nexus pour la confiance réitérée. Merci pour vos commentaires. J'apprécie énormément le fait que que vous évitez toute forme de malveillance et que vous posez des questions qui me permettent d'évoluer et de grandir avec nos divers invités. Donc je vous renvoie à 2 livres exceptionnels, L'affaire Swift et Kleptocratie française. Voilà, promis, je les envoie à Emmanuel Macron parce que je pense que c'est œuvre utile. Il est important qu'il les lise quand même. Bref, il est un peu président pour l'instant. Bon, en tout cas, merci. Et je vous dis à très très vite, à très bientôt. Héloïse, on est content, on sait maintenant, pour ceux qui en doutaient, que tu aimes la France, que tu vas rester. Donc, elle fait pas partie du mercato de cet été. Elle n'ira pas travailler à l'étranger. Voilà. Tu confirmes? Je confirme. Merci à toi. Merci à Nexus et je vous dis à très bientôt. Et je vous embrasse très très fort. Au plaisir.